Vous avez déjà une œuvre importante, des poèmes, j'ai compté 9 romans, un recueil de nouvelles. Et je voulais d'abord vous poser une question sur l'entrée en écriture, la naissance à l'écriture. J'imagine que vous avez peut-être toujours écrit, mais tout d'un coup, ça s'est quand même un peu formalisé. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas par le roman que vous avez commencé, c'est surtout par le théâtre et la poésie. Oui. Il y a d'abord eu la poésie, depuis très très longtemps, depuis l'âge de 15 ans. Puis il y a eu un passage vers le théâtre, enfin un théâtre que à l'époque je trouve pas très intéressant, hein, mais euh, qui a dû se passer vers l'âge de 20 ans. Et puis il y a eu un passage vers le roman, avec, comme toujours dans l'écriture, des espèces de romans qui ouvrent une espèce de veine. Bien sûr, il y a le premier roman, puis Oui, retour à Satya. qui est Retour à Satya, puis La Nuit d'Obsidienne, qui au fond est le roman des origines, puisque c'est le roman que j'avais beaucoup travaillé avant Retour à Satya. Puis la partie d'échecs indiens, qui développe en quelque sorte, et Grain de peau qui ouvre cette nouvelle voie, qui est la voie de l'écriture d'été. Oui, c'est une des caractéristiques de votre travail, c'est que vous séparez les romans en deux veines. Il y a les romans d'hiver et les romans d'été. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce concept? C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des romans divers, c'est-à-dire des romans assez graves, et de temps en temps, cette gravité est comme aérée par une sorte d'ironie, d'humour. Et ça, ce sont les romans dits d'été qui ont une veine très, très différente. Hein. C'est Grain de peau, c'est Le tueur mélancolique, c'est dernièrement Le sentiment du fleuve. Et peut-être certaines des nouvelles de l'invitation au voyage. Je sens qu'il y a comme ça deux manières d'écrire ou de rapports curieusement à l'écriture qui sont différents. Et alors à un moment donné, j'ai inventé, je ne me souviens plus, cette idée de roman d'été ou d'hiver. Mais ça correspond à des moments d'écriture différents. Les romans d'hiver sont écrits en hiver. Oui, au départ, oui. Et puis maintenant, les saisons se mélangent. Ah bon? Et quand vous commencez à écrire un roman, vous savez s'il sera d'été ou d'hiver? Ah oui, non, mais là, c'est clair, oui, oui. Puisqu'une des premières tâches dans l'écriture d'un roman, c'est quand même de savoir avec quelle musique on va écrire. Donc un roman a son ton, chaque roman a son ton, un ton particulier. Par exemple, dans ce que je venais de lire là, c'est un roman plutôt assez ample, un peu méditatif, comme ça. Une sorte de roman univers où on est dans une sorte d'endroit qui est hors du monde. Et donc il y a comme un phrasé qui se distille et comme une sorte de luminosité assez blanche qui va, je l'espère, pouvoir courir le long de tout ce livre qui paraîtra peut-être dans 4 ou 5 ans. Mais à travers tous ces romans donc d'été ou d'hiver, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui serait une sorte de fil rouge? Oh oui, certainement, mais je ne les vois pas toujours très très bien. Mais ce qui me semble, l'essentiel, enfin, au fond de mon travail, si on pouvait le ramener à une phrase ou deux, c'est du côté d'une certaine poétique, c'est-à-dire d'aller voir toujours un autre réel. Donc, à l'évidence, je ne peux manquer d'utiliser une espèce de dispositif romanesque pour me laisser déporter vers là où je ne sais pas. Enfin, pour des questions qui à la fois me touchent, m'animent, mais dont je ne saisis pas encore complètement bien sûr la réponse. Et ce dispositif chaque fois se renouvelle à chaque roman. Parce qu'il n'y a quand même pas une constante qui est la quête. Voilà, on a l'impression que la plupart du temps, le narrateur ou le personnage principal cherche quelque chose. Il y a toujours un secret qu'on découvre progressivement. Et cette quête devient en général une sorte de quête identitaire. Il se révèle à lui-même. Oui, c'est une quête éventuellement identitaire. Enfin, c'est vrai pour les premiers livres surtout. C'est parfois une quête autour de qui est l'autre, qui est une personne, par exemple. Pas seulement qui suis-je, mais qui est l'autre.
c'est une quête parfois de sens. Oui, il y a un élément de quête et un jeu avec l'ombre et la lumière, hein, toujours une sorte de question qui va être peu à peu explorée. Une fresque aussi, dans certains cas, c'est la famille, la fresque familiale qui est peu à peu explorée. Mais des personnages que vous avez l'air d'apprécier, les détectives par exemple. Ça, c'est dans les romans, c'est dans les romans d'été. Les enquêtes les détectives, c'est toujours des détectives les archéologues. Atypiques, oui. Les archéologues, les détectives atypiques, les gens qui cherchent, oui, qui pratiquent peut-être un métier que j'aurais aimé pratiquer. Mais... Et aussi, dans la question humaine, le psychologue d'entreprise qui essaie aussi de trouver quand même une sorte d'énigme. Oui. La question humaine, c'est vraiment le livre d'une bascule dans le chef du narrateur, psychologue industriel. Il bascule, en fait, à partir de ce qui lui arrive. Et on raconte en quelque sorte sa bascule. Il prend tout à coup conscience de quelque chose. C'est une quête, si vous voulez, dont au départ, il n'a pas tout à fait conscience. Il ne sait pas qu'il est en mouvement vers une connaissance nouvelle. Enfin, mais par la force des choses, et c'est quand même vrai de la plupart de mes personnages, il est comme le jouet d'un certain nombre de circonstances qu'il a quand même mis en place, inconsciemment sans doute, hein, en tout cas auquel il a consenti. Et à partir de là, il y a un mouvement de bascule. Est-ce que c'est pas un ressort classique du roman de quête, si je puis dire, où on cherche quelque chose et puis on est entraîné sur autre chose et on trouve autre chose? Oui, c'est sûr. Et je dirais même que la réponse doit toujours rester ouverte, parce que le roman n'est pas là pour répondre, il est là pour étaler la question, déployer la question. Mais il faut toujours qu'il y ait au centre une espèce de propos un peu qui est tellement immense qu'on n'arrivera jamais évidemment à le combler par une réponse. Donc c'est très, très important que le lecteur ait pu faire ce chemin autour de ce propos, de cette question centrale, et puis reparte avec évidemment la question toujours ouverte, parce que nous sommes, Dieu merci, nous sommes dans des questions toujours ouvertes. Il y a une constante aussi dans vos livres, c'est le rapport à la musique. Il y a toujours quelque part un piano ou le chant. D'ailleurs, la leçon de chant porte sur l'apprentissage du chant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rapport que finalement vos romans entretiennent avec la musique? Oui, donc, je suis par nature assez styliste, donc assez sensible à la voix de la phrase, à la musicalité de la phrase. Je travaille en tout cas beaucoup, sensible aux stylistes, sensible aux poètes. Donc à ce niveau-là, évidemment, je vois déjà un premier lien avec la musique que je n'ai jamais véritablement pu pratiquer, mais bon, je suis assez mélomane, j'utilise souvent des musiques pour greffer des ambiances, on va dire, de romans lorsque je suis au travail. Et curieusement, dans mes livres, la musique a toujours une sorte de place particulière. C'est un quatuor un peu disharmonieux, c'est un piano auquel on ne peut pas toucher, c'est une cantatrice qui a perdu sa voix, en l'occurrence, et qui fait vraiment la perte de la voix de cette cantatrice, c'est, on pourrait dire, le point central de la leçon de chant, ce que j'appelais il y a un instant le propos. On a l'impression que tous les livres que vous avez écrits, vous les avez lus à voix haute vous-même avant de les publier. Oui. Alors, comment est-ce que vous définissez votre style? Est-ce qu'il y a un seul style, François Manuel, ou bien est-ce qu'il y a des styles? Oui, mais c'est une question difficile parce que c'est comme la voix, notre propre voix, on ne l'entend pas. Donc mon propre style, je le sens un peu, mais je l'entends surtout de la part des autres. Ils me disent, mais tiens, là, je te reconnais. Je suis parfois étonné d'ailleurs parce que moi, je vois de grandes différences entre parfois, précisément les livres d'hiver et d'été, encore qu'elles s'amenuisent. Hein. Et les autres disent, mais on reconnaît ta voix. Et donc, je ne sais pas trop comment le définir, sinon, effectivement, quelque chose du côté d'une tension,
plutôt d'une tension en permanence, d'une phrase assez longue, un peu haletante. De plus en plus longue, il me semble, au fil des romans. Pas toujours, mais quand même. D'un dialogue qui est dans le corps du texte, qui est, il me semble, une complexité supplémentaire, mais qui a l'intérêt, je trouve, ce qui me semble plus juste, parce qu'il s'agit d'un narrateur qui se souvient du dialogue. Et un style qui... Oui, qui est profondément oral, parce que j'entends, comme vous dites, j'entends le texte oralisé. Hein, je l'entends, je le dis à voix haute, et parfois d'autant plus fort que ça ne vient pas, parce que parfois ça ne vient pas. On est au travail et on n'entend pas, et on ne voit pas, et on est dans une sorte on patine. Et à ce moment-là, il faut que je dise le texte assez fort. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait personne dans la pièce. Alors, le rapport à la Belgique, en fait, la Belgique n'est pas tellement présente dans vos livres, sauf peut-être assez bien dans le dernier, Le sentiment du fleuve. Alors, j'ai repéré un extrait qui concerne Bruxelles, mais finalement qui est un peu métaphore de la Belgique. Enfin, je vais lire un tout petit morceau. Il ne parlait plus seulement de l'immeuble, mais de la ville tout entière, s'ensevelissant chaque jour sous l'amoncellement de ses productions architecturales, elle-même promise à une destruction prochaine, comme un volcan qui, à chacune de ses éruptions, solidifie sa lave. Tandis que le petit propriétaire, gagné par le lyrisme et parlant de plus en plus bas, promettait de me faire visiter sous la surface des avenues des ruelles d'antan, transformant en canalisation géante un cours d'eau ramifié en conduite d'égout et un réseau de cryptes englouties qui achevait de se composer une géographie souterraine et lacustre, preuve, s'il en était, de l'amnésie des historiens, de l'inconscience des architectes et de la corruption généralisée. Alors, vous pouvez commenter ça? Oui, évidemment, celui qui parle est quelqu'un qui exagère pas mal. Il est sujet à l'hyperbole, il adore faire des phrases. C'est un phraseur de première. Mais en même temps, c'est écrit par lui, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et le fait, tout le plaisir que j'ai eu à l'écrire atteste que parfois c'est un peu vrai. Mon rapport à la Belgique est étrange. J'ai toujours besoin de situer mes actions hors de la Belgique, dans un pays d'ailleurs que je ne situe pas toujours, mais qui souvent d'ailleurs c'est la France. Mais ça peut être... parfois ils sont cités dans le petit échec indien. Voilà, l'Italie, l'Inde, la Russie, etc. Et la Belgique, jamais je n'y étais allé, en fait. Sauf, probablement dans la leçon de chant, il y a un chapitre qui traite de la ville d'Eau, qui est peut-être Ostende, sans doute Ostende. Et là, il m'a plu, ça m'a beaucoup amusé de revenir en quelque sorte en Belgique, mais je ne dirais pas les yeux bandés, mais comme un exilé, comme quelqu'un, en jouant au narrateur qui découvre ce pays, auquel tout le monde dit, mais surtout n'y allez pas, c'est un pays totalement déliquescent, mais bon, il y va quand même, surtout n'allez pas dans cet immeuble. Ça m'a beaucoup amusé, ce rapport-là. Alors, cela dit, dans le côté, je dirais, la Belgique, le côté labyrinthique, le côté souterrain, bon, oui, c'est quand même il y a quelque chose. Le fleuve, c'est la Seine qui est murée. C'est le fleuve qui est voûté, donc, oui. Qui est le fleuve caché, qui est un peu une sorte de métaphore philosophique, hein, aussi. Le fleuve qui est caché en nous, le passage qu'on ne voit pas, le sentiment du passage. Et la Belgique est un endroit où il y a tout et son contraire, qui est au croisement de plusieurs, en tout cas, cultures, et c'est un pays pour lequel j'ai eu une sorte de grand attachement. Je voudrais pour rien au monde être autre chose que belge. Et en même temps, comme tous les Belges, je pratique l'autodérision, mais je trouve ça plutôt sain. Au fond, je me sens plutôt citoyen de la langue, on va dire. Je n'ose pas dire citoyen du monde, c'est un peu pompeux, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir cette identité civique très affirmée, ça nous prémunit contre des tentations, on va dire, de type national. Parce qu'il y a quand même dans la littérature de Belgique toute cette veine de l'étrange, du fantastique, etc. Et on a un peu l'impression qu'à travers la Belgique,
ce roman-ci, Le sentiment du glisse fleuve, vers l'étrange. glisse vers cette espèce vers d'étrangeté l'étrange. qui est produite par le réel en réalité. C'est pas une étrangeté qui vient du ciel. Tout à fait, tout à fait. C'est une voie d'accès au fantastique. J'espère d'ailleurs pouvoir aller plus loin dans l'étrange et le fantastique. Je n'y suis pas vraiment beaucoup allé, un tout petit peu, je dirais comme une touche dans le Tueur mélancolique et dans une nouvelle comme Mélodie est morte. Une nouvelle qui me tient fort à cœur d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment un livre qui, à partir du milieu, glisse tout doucement vers le fantastique. La définition du fantastique, c'est qu'on ne sait plus tout à fait si on est dans le réel ou dans l'imaginaire. Une autre définition étant que ce qui se passe pour le héros est peut-être issu de son propre rêve ou son propre esprit. Et donc, les événements semblent avoir une sorte de cohérence étrange comme dans les rêves. Oui, il me semble que vous laissez quand même une place au lecteur dans justement la lecture de vos romans, parce que tout n'est pas dit. Le lecteur, par exemple, dans la question humaine, cette fin est quand même assez trouble. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé finalement. Et donc le lecteur peut inventer sa propre histoire. Oui, tout à fait. Et tous les lecteurs ne sont pas prêts à ça. Par exemple, les jeunes, souvent, ont besoin de savoir exactement tout. Alors que plus on grandit en littérature, plus on devient des lecteurs habitués, plus on peut supporter des petites zones d'estompement. On peut accepter de dire, tiens, là, il n'a pas précisé, mais peut-être qu'il avait raison. Exactement comme en peinture. Le caractère inachevé, parfois, de certaines toiles, c'est ce qui, au contraire, fait traverser le regard. Enfin, même si, dans une sorte de regard ou de lecture un peu rapide, on dirait, tiens, mais il n'a pas été jusqu'au bout.